Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon Je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club du Midi. À peine remis de notre émission des portes ouvertes que l'on remet déjà le couvert une fois de plus pour vous concocter un bon menu savoureux. Ce midi c'est moi, Alvin, qui suis le chef et mes commis sont les mêmes depuis toujours, inutile de vous les présenter hein. Bon allez, je vais quand même vous les présenter, je sens que ça vous manque un petit peu. Alors le premier il revient de maladie plus fort que jamais, paraît-il qu'il a fait une overdose de briques multifruits après le sacre du PSG, c'est Clément Chapuzot. Salut Clément. Salut Alvin, bonjour à tous. Ça va la forme, tu vas mieux? Ouais, ça va mieux, merci. C'était quoi la maladie Clément? Je crois qu'il avait la gastro. Ah ouais, Non, gastro, non, c'est ça. non, c'était la grippe. Alors bon, ce bonhomme là, il voit la vie en vert, il aime la nature, l'Ardèche, les cèpes, mais malheureusement aussi les Stéphanois, c'est Corentin Marron. Bonjour Alvin. Ah, dans toutes mes descriptions, il y a cèpe, Ardèche ou vert. Les gens vont croire que tu fais comme La ça. faute, t'as mis une merde. Ça résume bien le mec. C'est un Corentin aussi, mais celui-là est le roi de la punchline, le maître du joueur inconnu au bataillon, du baroudeur de la Ligue 1, aussi connu sous le nom de la Bible. Corentin Corgé nous rejoint. Salut Corentin. Salut Alvin, Bonjour, que Seigneur. de beaux termes pour me décrire, c'est beau. Bon, tu sais ce que je vais te demander, hein. Oui, ben là, j'étais en train de penser, je pense à Dimitrius Pereira qui joue à Marseille, j'aimais bien ce joueur, qui a joué à Bastia aussi. Oh, il tâte. Ah ouais, ça c'est vraiment loin par contre. Il a des faux airs de Thibaut Courtois, sauf que son cœur bat pour Nantes, c'est le petit minot de la bande. J'ai nommé Félix Barbet. Salut Félix. Bonjour messieurs. Salut Félix. Ça va, tranquille, tu vas bien? Toujours officiellement, Toujours sa au top. première. Hein. Officiellement, il a Et le participé samedi, mais. Et finalement, le dernier, un fan de Marseille, bon, on s'en fout un petit peu. Fan de Bielsa, La on s'en vengeance. fout, il est super La loin. vengeance. Allez, bon, bah, c'est Thomas Bonavent, tu restes Ça- quand même bon. Salut tout le monde. Bon, ça va la forme, tranquille? Tranquille, ça va. Payet Ah. en équipe de France, tout va bien. Alors, au menu du jour, on va se faire un petit point sur la Formule 1 en entrée, avec le championnat qui commence ce dimanche. En plat principal, petit tour dans le royaume de l'Ovalie, avec l'analyse du 15 de France dans ce tournoi destination, et les enseignements qu'on peut en tirer. Enfin, pour le dessert, c'est tout beau, c'est tout chaud, on va discuter du tirage au sort des quarts de finale de la Champions League qui a eu lieu il y a quelques minutes. Alors, tout de suite, vous l'aurez compris, encore un bon repas en perspective. Mais bon, tout repas qui se respecte commence par un bon petit apéro. Alors aujourd'hui, il est servi par Mister Corentin. Alors messieurs, vous connaissez ma passion pour l'équipe de France et pour les joueurs que l'on a oubliés, voire pourris. Du coup, j'ai décidé pour vous de mixer les deux, et oui, je me suis intéressé à la reconversion de joueurs de l'équipe de France. Alors pas les bons hein, qui sont devenus consultants ou entraîneurs, mais ceux que vous vous dites, ah oui, c'est vrai, il était là, lui, je l'avais presque oublié, lui aussi d'ailleurs, hein, vous inquiétez pas. Alors on va prendre Stéphane Guivarch. Lui, bon, Stéphane Guivarch a été à peu près bon, hein, belle carrière, champion du monde, grand joueur breton, devenu vendeur de piscine. Et oui, il est commercial pour une société bretonne. En tout cas, c'est toujours mieux hein, que Michael Sylvestre qui fait dans le médical en faisant signer Gourcuff à Rennes. Alors on avance dans le temps, on arrive à Vincent Candela, lui aussi champion du monde, plus l'Euro. Alors attention, lui il est devenu italien d'adoption par sa carrière. Hein. Vincenzo s'est reconverti agent de joueur. Alors, comme vous le pensez, ça a été difficile. Hein. Apparemment, c'est lui qui aurait fait signer Yaga Mapou-Mbiwa et Ricardo Fati à l'AS Roma. Non, sérieusement, il s'est éloigné du foot, hein, un choix judicieux, pour ouvrir 2 brasseries, et a même participé à la version italienne de Danse avec les stars. Mais malgré une samba réussie, il s'est fait éliminer hein, après un tacle à la gorge sur sa partenaire. Du coup, voilà. On passe à du lourd maintenant avec Philippe Cristambal, et oui, présent à la Coupe du Monde 2002, annoncé comme le futur Laurent Blanc. Bon, finalement, il a fait une carrière là, Abdoulaye Maïté, mais c'est pas mal quand même. Hein. Rigole pas parce qu'après, ça clash sur Paris. Alors, après l'arrêt de sa carrière à Fulham, il a décidé d'être agent immobilier, et ce qui marche le mieux, c'est un petit hôtel en Corée du Sud hein, qui a servi qu'une semaine il y a fort longtemps, ça se loue bien. On s'en rappelle. Sur les mêmes traces, on retrouve Louis Saha, l'éternel remplaçant en sélection. Il a créé une société, lui, Azix Star, c'est pas des pompes, hein, c'est une start-up de consultants agents. Alors dit comme ça a l'air classe. Hein. En fait, il conseille juste aux joueurs comment cirer le banc à Manchester United et à Tottenham, et à finir sa carrière à Sunderland aux côtés de Stéphane Sessegnon et Steven Fletcher. Et puis on termine avec la légende, une seule rencontre disputée sur le maillot tricolore, le portrait craché de Bernard Mendy avec les pieds encore plus carrés, l'homme qui a fait tous les clubs d'Angleterre, Pascal Chibonda. Et oui, après avoir fini en beauté à Arles-Avignon à 37 ans, il a intégré le staff des U17 de l'AS Mazargues,
club du 9e arrondissement de Marseille. Enfin, officiellement le staff, mais on sait qu'avec une licence et un état black, on perd facilement 20 ans. Bravo. Merci Corentin pour cette super apéro que tu nous as encore sorti. Alors on commence tout de suite avec en entrée un petit point sur la Formule 1. Bon sang à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Il est plus que temps de monter le volume. Et je sais que vous l'attendiez. Rendez-vous au premier virage. Alors en effet, la Formule 1 reprend ses droits donc ce week-end prochain. Ce matin d'ailleurs démarraient les essais libres du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Melbourne. De session perturbée par la pluie qui n'a pas empêché le champion en titre Lewis Hamilton pour l'instant d'être le plus rapide. Alors Corentin, quels sont les principaux enjeux de cette nouvelle saison ? Alors dans les grandes lignes, Alvin, 3 questions se posent pour cette saison. La première, quid de la bagarre Rosberg-Hamilton cette saison depuis 2013 et le début de la collaboration entre les deux pilotes. Le Britannique semble avoir gagné la bataille en interne. Sur 57 Grands Prix, Hamilton en a remporté 22, Rosberg 13. Et en plus, 2 titres de champion du monde pour le Britannique. La seconde question concerne la Scuderia. Vettel peut-il se battre pour le titre de champion du monde cette année ? Alors la venue de l'Allemand l'année dernière suscitait des interrogations quant à savoir s'il allait réussir à s'imposer dans une autre écurie que Red Bull. La réponse est oui. Et avec une nouvelle monoplace qui se veut innovante et dotée d'un moteur jugé plus performant, Ferrari peut nourrir de belles ambitions pour cette saison. Enfin, Cocorico, Romain Grosjean va-t-il réussir son pari américain, nouvelle écurie pour le pilote français de 29 ans qui le met face à pas mal d'inconnus. Et comme le dit si bien Julien Febro, rendez-vous dimanche, 6h heure française, au premier virage. Merci Coco. Alors bon, mes amis, que pensez-vous de la saison qui va arriver de Formule 1 ? Moi j'ai peur que ça ressemble un peu à la précédente, une grosse domination des Mercedes, Hamilton-Rosberg, on avait eu ce duel presque, vraiment les deux étaient au-dessus. On a eu un Vettel qui avait un peu de mal en début de saison, comme l'a dit Coco, il fallait qu'il s'adapte à la Ferrari, qui est venu après au fil de la saison un peu les titiller. Pourquoi pas Ferrari, pourquoi pas gêner un peu les Mercedes, mais je les trouve largement au-dessus des McLaren et puis même des autres teams. Après, il y a. Ça va vraiment être un duel entre les deux Mercedes. Ouais, comme Rosberg l'a vraiment mauvaise d'avoir perdu le titre. Vas-y, juste attention parce qu'on sait, on dit partout que Ferrari a beaucoup progressé cet été. Ouais. Donc attention, il faut voir faudra voir ce que ça donne. Chaque été, on dit que les écuries ont fait des progrès de toute façon. Donc on attendra début de saison les premières indications. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer cette saison d'ailleurs au terme de la réglementation. Notamment, le plus gros point, c'est les qualifications qui seront un peu sur le système des chaises musicales, c'est-à-dire qu'on va avoir donc dans les détails 7 minutes de Q1 avec le pilote doté du moins bon chrono après 7 minutes qui est éliminé et qui doit rentrer au stand, donc il sera 22e sur la ligne de départ. Et toutes les 90 secondes, celui qui est dernier, il sera éjecté aussi, et ainsi de suite jusqu'à la Q2, la Q3. C'est donc sympa ça. Ouais, ça va. Disons qu'il faut rapidement faire son tour. La stratégie exactement va être différente des saisons précédentes, c'est-à-dire qu'on aura plus de trafic dans les premières minutes. On pensait surtout aux grosses écuries qui l'année dernière entrer en piste vers la fin des Q1 pour faire le temps le plus rapide et user moins les pneus. Là, dès le début, tout le monde va être dans le trafic. Les qualifs vont presque devenir plus intéressants que la course. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas mal ce système. C'est un bon système. Exactement. Donc, ça fait évoluer ce vous sport. pensez que c'est donc une meilleure technique pour les qualifications de faire une sorte d'éjection progressive? C'est plus attrayant pour les spectateurs, pour les téléspectateurs, c'est beaucoup plus attrayant que la qualif où Hamilton arrive, il fait 3 tours, hop, et il est sur le pôle le lendemain. C'est quand même beaucoup plus attrayant, ça nivelle par le bas. Il y a un réel suspense. On peut voir, des favoris qui sont avant-derniers, donc c'est pas eux qui éjectent à ce tour-là, puis le tour suivant, ils remontent pour au final. Enfin, je pense que ça va être vraiment sympa. C'est sympa parce qu'il y a tellement d'écart technique entre les Ferrari, McLaren par rapport à des petites teams. Donc voilà, après, je sais qu'il y a des pilotes intéressants, par exemple les deux fils des grands Verstappen et Sainz. Toro Rosso, ces deux petits jeunes qui ont fait quelques trucs l'année dernière, qui vont pouvoir progresser. Donc il y a quand même une belle saison qui se prépare. Il y aura toujours le même bruit de casserole des voitures là. Apparemment, ils ont justement bossé. Ils ont aussi bossé ils ont bossé sur les pots d'échappement pour faire un bruit plus moins bruit de tondeuse à gazon, avec un plus gros raisonnement sur les voitures en termes de spectacle surtout, et pour le confort des pilotes qui aiment bien entendre leur bagnole ronronner. Et je pense, et aussi la nouveauté. La nouveauté aussi, c'est surtout Renault. Renault qui fait son retour, qui a présenté sa voiture hier avec un beau jaune Ricard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le jaune légendaire, le jeune mythique. Ils ont déplacé
posé un Pantone sur le jeune, j'ai vu ça hier. Mon côté artiste. Dans l'équipe. Et donc voilà, ça va être la belle attraction, le retour de Renault, parce que Renault n'avait pas vraiment son écurie à elle. Là, Renault revient dans la course. Ça fait du bien d'avoir une écurie française et ça peut. Alors il ne faudra pas attendre de Renault dès le début, ça sera plus un travail sur le long terme. Les pilotes sont jeunes, Magnussen, Palmer. Et en parlant de français aussi, quid de Romain Grosjean cette année, qui est dans une nouvelle écurie, l'écurie américaine Haas. Qui est équipé là de moteur Ferrari. On verra enfin si Romain Grosjean l'a vraiment. S'il ne rentre pas dans tout le monde au démarrage, le départ, s'il ne rentre pas dans tout le monde, normalement il devrait finir des courses. Sa meilleure saison d'un côté, Grosjean de l'autre. Alors là, sa meilleure saison, c'était la première. Après, c'est vrai qu'il stagne. On espère cette année qu'il fera quelque chose. Mais il a cette réputation un peu de bourrin du circuit. Voilà, je vais dire peloton, non. Il prend des risques. Moi, oui, mais entre prendre des risques et casser ta bagnole, c'est le French flair. On connaît. Mes amis, juste pour terminer, juste un petit mot chacun. Qui vous pensez voir encore champion cette année dans le circuit, Coco? Ce sera une Mercedes, mais j'espère pour le spectacle que les Ferrari vont rivaliser. Et juste une petite information, il y a 2 nouveaux circuits cette année. Oui. L'Allemagne qui revient et le Grand Prix d'Europe. Bakou, voilà. Il y a des sauts en Azerbaïdjan. Voilà. Mamadov, au lieu de les donner à Lens, il est donné. Alors Thomas, peut-être le réveil de Vettel, mais oui, entre Rosberg et notre ami Hamilton. Enfin, c'est pas mon pote, mais. Félix? Oui, non, moi je pense qu'Hamilton sera encore champion. Mais vous l'avez dit, je pense que un peu plus de spectacle peut pas faire de mal. Donc si Ferrari peut se mêler à la lutte, ce serait avec. La Formule 1 fasse peau neuve un petit peu. Ouais, exactement. Alors Clément, toi? Je pense que Lewis Hamilton fera le boulot. Après, on espère tous une concurrence acharnée entre Ferrari et Mercedes, quoi. Donc, à voir. Pareil, je pense qu'Hamilton va être sur les devants. Après, j'aimerais aussi un peu juste qu'on n'a pas parlé, le retour des McLaren, Button, Alonso, qui sont deux très bons pilotes expérimentés. J'espère un peu les revoir. Justement, 2 minutes, Alonso a exprimé ce matin pour la première fois son regret d'être parti de Ferrari parce qu'il avait un contrat jusqu'en 2016. Et là, il voit que les Ferrari reprennent du poil de la bête. Il est un peu dégoûté on verra ça, d'être parti. Bon, mais merci les amis. On va tout de suite donc passer au plat principal. Et là, il va y avoir de quoi se délecter. On va discuter du ballon ovale, comme beaucoup aiment l'appeler. Le rugby plus précisément, et le 15 de France. En effet, nous arrivons sur la fin du tournoi Destination. Les Français sont pour l'instant en 4e position du tournoi avec 2 victoires contre l'Italie et l'Irlande, 2 défaites aussi contre le Pays de Galles et l'Écosse. On va d'ailleurs écouter tout de suite une réaction de Guy Noves justement à ce sujet. C'est un match qui a été très pauvre de notre part sur le plan technique. Beaucoup trop de fautes entre les fautes de main et les pénalités que l'on a concédées. On ne pouvait pas évidemment mettre une quelconque pression sur l'équipe écossaise. Épisodiquement, on a réussi des mouvements de grande qualité avec ces 2 essais marqués notamment, mais pollués par beaucoup trop de maladresse. Et donc, évidemment que cette déception est importante, mais paradoxalement, presque, j'aurais tendance à dire qu'elle me rassure parce qu'on a l'impression qu'on n'a vraiment pas joué à notre niveau. Voilà, donc réaction de Guy Noves à la fin du match contre l'Écosse. Alors Thomas, à ton avis, quels enseignements peut-on tirer de ce tournoi? Sur les 2 premiers matchs, on a 2 victoires, certes serrées, mais qui avaient des belles promesses de jeu. On a vu une victoire à l'arraché contre l'Italie. Il y avait un beau spectacle, le public. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui était en train de naître avec justement Vakatawa. Sur le 2e match, il y a une belle victoire, mais bon, certes serrée contre l'Irlande. L'Irlande, fallait les taper. Bien sûr, mais là, on a quand même ces 2 derniers matchs contre le Pays de Galles et contre l'Écosse. Ça fait une grosse tâche sur le tableau, surtout l'Écosse. Parce que vraiment, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas perdu contre eux. Oui. Ça la fout mal. Vraiment un match complètement raté, mis à part les 5 premières minutes. Alors si je vous fais un rappel rapide, on est 4e, probablement qu'on va finir 5e, je pense que l'Angleterre va venir nous taper pour le Grand Chelem et que derrière l'Irlande va passer devant nous. Ensuite, donc 61 points marqués contre 78 encaissés, donc on est dans le négatif. Et donc voilà, vraiment, donc l'Écosse c'est vraiment la seule ombre de tableau. Sur le dernier match de l'Écosse, vraiment des en avant à répétition. Des passes dans les chaussettes, on avait vraiment des grosses erreurs individuelles, des erreurs techniques qu'on n'a pas envie de voir à ce niveau-là sur un tournoi. Après, j'ai envie de revenir, on en reviendra peut-être plus en détail après sur Guy Noves, son turnover. On y reviendra en détail. On a aimé au début, on a moins aimé contre le Pays de Galles et l'Écosse, beaucoup de changements. Et il y a encore un doute sur le poste de buteur. Plisson, Bézi, après là c'était Trinduc, même si Trinduc il s'est un peu raté aussi sur le match de l'Écosse. Apparemment il a la confiance. Sur les 4 premiers matchs, il utilise 2 fois 2 charnières, donc c'était Plisson, Bézi, après on avait Trinduc, Machenaud. J'ai l'impression qu'on se dirige plus vers un Trinduc, Machenaud. Bézi, je le vois encore un peu tendre, un peu trop gentil, et manque d'expérience pour
être le buteur qu'il faut à l'équipe de France. Donc c'est un petit peu mitigé pour l'instant. On a une seule certitude, j'ai l'impression au niveau individuel, c'est Guirado. Le capitaine. Oui, voilà. Guillaume Guirado, on a trouvé notre capitaine. Sur le reste, il y a eu tellement de turnovers. Fofana, Vakatawa, ça n'a pas donné vraiment. Mais Guirado, sûr. Oui, bien sûr. Après, c'est aussi ce que voulait Guinoves, qui est beaucoup de turnovers, de faire des. C'est ça. Et il y a surtout ce gros chantier là où vraiment on ne pensait pas être aussi en difficulté, c'est la mêlée. La mêlée, ça a été une catastrophe. Trop de pénalités concédées contre l'Écosse. On a 12 mêlées, 4 pénalités contre nous, 2 coups francs, donc ça fait 1 sur 2 réussis. Et c'est ce qui faisait un peu une tradition de l'équipe de France de rugby, c'était sa mêlée. Et il y en a surtout Slimani qui est de plus en plus dans l'œil du viseur du corps arbitral avec son petit bras et sa force. Il a tendance à tirer. Beaucoup de monde s'est plaint sur le fait que la France fasse tourner volontairement la mêlée. Et Slimani avec Nigel Owens au sifflet contre l'Angleterre. Nigel Owens, c'est un mec qui veut de la fluidité dans le jeu. Les mêlées, pour lui, c'est juste une transition. On met le ballon sort et il faut que ça joue. Et là, la France, on a tendance à faire tomber le truc et à vouloir récupérer le ballon sur la poussée. Et ça s'est beaucoup écroulé. Clément, aussi ta réaction du coup sur le tournoi destination actuellement. Qu'est-ce que tu pourrais en tirer toi c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin. Bon, l'avantage, c'est qu'une entrée réussie, je veux dire, on rate une Coupe du Monde. On se mange 4 ans de PSA où le jeu n'était pas flamboyant. La France, heureusement, a retrouvé goût devant son public. Les 2 matchs à domicile, les 2 victoires, c'était vraiment l'oxygène. C'est vraiment ce qu'il fallait. Alors après, derrière, sans vouloir faire la fine bouche, moi, le match contre le Pays de Galles, on est tombé contre meilleur que nous. On a quand même fait un bon match, je pense, un match un petit peu solide. Le match contre le Pays de Galles me convient. C'est vraiment, on loupe le match à Murrayfield. C'est un non-match, je suis d'accord avec Clément, moi. Il n'y a pas des enseignements à tirer, c'est juste le premier tournoi de Noves. Il faut en tirer, mais ce match de l'Écosse, pour moi, c'est un non-match. Sur le reste, il y a beaucoup de bonnes choses qu'on n'avait pas vues depuis 4 ans. De toute façon, on sera indulgent. Oui, il y a toujours du positif et du négatif à sortir. Mais après, moi, par exemple, je veux revenir sur la première victoire contre l'Italie. Bon, un peu ric-rac, c'est juste. Bon, bonne victoire après sur l'Irlande qui a fait du beau moqueur et derrière ça fait deux défaites. On l'avait dit dans les précédentes émissions, fallait pas taper sur Noves, mais bon, c'est bien de le souligner. Il faut le souligner. Sur Noves, mais de commencer, mais quand même, on les tape pas dessus, mais on commence à mettre en doute sa philosophie et la manière dont il aborde le poste de sélectionneur. On a l'impression qu'il veut faire, qui manage un club. Voilà. Mais c'est ce qu'on reproche à tout sélectionneur au début. Ouais, mais attendez, il veut prendre son temps. Il a le temps d'essayer. La Coupe du Monde en 2019. Et le problème aussi de Noves, c'est pas de sa faute. C'est quand même qu'il faut reconnaître qu'individuellement, lorsque tu regardes les joueurs, on n'a pas l'équipe pour aller gagner à Cardiff. Oui. Concrètement, tu regardes les 15 joueurs qu'on a, on n'a pas l'équipe pour aller gagner à Cardiff. Ni à Murrayfield. On n'a pas assez. Malheureusement, on n'a pas assez pour l'instant, à part Guirado, bien sûr. On n'a pas encore vraiment l'ossature de l'équipe, les cadres de l'équipe, ceux qui maintiennent la tête hors de l'eau lorsqu'on a un petit coup de mou sur le terrain. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ça. Messieurs, parce qu'on a directement bifurqué sur le plan sur Noves. On va passer justement le deuxième plan. Je voulais justement parler du sélectionneur Guy Noves. Donc un nouveau sélectionneur de l'équipe de France qui cherche à insuffler de la nouveauté, une nouvelle âme au 15 de France. Comme on le disait juste il y a 2 minutes, le tournoi destination, c'était son premier vrai test grandeur nature. Donc Félix, pour toi, c'est quoi le bilan de Noves pour ce... Ouais, on a clairement pu voir qu'il y avait une patte Noves sur ce tournoi, ça change de PSA. Il l'avait dit avant, il souhaite imposer le même jeu qu'à Toulouse. Il souhaite jouer debout, il souhaite jouer en avançant. Il y a la volonté de passer les bras sur les contacts, de faire jouer les partenaires. Ça, c'était la grande force de Toulouse et c'est ce qu'il essaye de faire avec l'équipe de France. Il y a beaucoup plus de jeu au large qu'avec Saint-André. Il y a une volonté de relance sur les ballons longs, par exemple, plutôt qu'utiliser le pied, ce que faisait beaucoup Philippe Saint-André. Il y a aussi un jeu qui s'appuie sur la vitesse, mais moins sur l'occupation du terrain, moins sur la conquête, moins sur la touche, moins sur les fondamentaux en général qu'avec PSA. Le meilleur exemple, c'est le choix de l'ouvreur. Voilà, Noves fait le choix dans la tête de Noves, Trinduc est certainement le 10 titulaire. On sait que c'est un joueur qui est capable de coups d'éclat, de coups de génie, certainement plus qu'un Michalak qui était avec Saint-André, qui était surtout un buteur avant tout. Il y a une volonté aussi de privilégier les points. Ça, c'est un signe Noves, de privilégier le jeu plus que les points. Je me mélange. Parce que voilà, on l'a vu d'ailleurs, ça nous a desservi sur plusieurs matchs contre le Pays de Galles et l'Écosse. On fait plusieurs fois le choix de prendre la touche pour marquer l'essai plutôt que prendre les 3 points alors qu'on pouvait recoller. Alors qu'avec Saint-André, on aurait très certainement pris les points.
Ça, c'est la différence. Je suis d'accord, ouais. Tu veux dire qu'il y a une erreur dans les choix? Non, c'est pas une erreur. Un risque. Voilà, c'est un risque à prendre, risque. Mais généralement, le risque ne paye pas souvent. Ça dépend. À double tranchant. Surtout qu'ils ont été pris au mauvais moment. En tout cas, quoi qu'il arrive, personnellement, je trouve, d'un point de vue personnel, je trouve que la volonté est bonne. C'est une réelle volonté de s'adapter au rugby moderne, à ce que font les grandes nations que sont la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Par contre, l'inconvénient, c'est que par rapport à ces nations-là, on n'a pas de buteur, on l'a dit. Et voilà, il y a encore des points à améliorer, la mêlée, mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est une équipe très jeune et que le principal c'était pas ce tournoi, c'est la suite. C'est la suite. Moi, je me demande pas finalement si en fait on la surestime pas un peu cette équipe d'en trop en vouloir, parce qu'on sait qu'on aime bien l'équipe de France de rugby. On a eu de belles années au début des années 2000. Mais c'est exactement ça. Il faut renouveler les cadres. Voilà. Il faut renouveler les cadres. Il faut renouveler quand tu as du niveau. Après, je veux bien qu'il y ait des jeunes qui vont monter, qu'on peut en faire quelque chose, mais je pense qu'on en veut trop, on en demande trop. On a de bons joueurs, mais on n'a pas de cadre. Voilà. On n'a pas de très gros joueurs qui vont te porter. Avant, on pouvait se rattacher à des joueurs comme ça. Aucun jeune qui ait le charisme pour se dégager et devenir le patron. Excusez-moi, on avait quand même des Pelouse, des Galtier, des Claire, des Betsen. T'avais des mecs. Après, le papé. C'est légitime de se poser la question tant il y a eu une traversée du désert c'est pour ça. immense. Mais après, mais on est gourmand, c'est normal. C'est sûr, il faut donner du temps à ces jeunes-là. On attendait beaucoup de ces jeunes sur ce tournoi de destination, justement, voir comment ils allaient aborder les matchs et tout. Ils n'ont pas été vraiment au rendez-vous. Le match de l'Écosse marque un véritable coup d'arrêt parce qu'on s'attendait vraiment à mieux. Et moi, il ne faut pas leur taper dessus non plus. Juste pour revenir sur Guy Noves, moi j'ai peur que son style de jeu il soit pas adapté avec le top 14 en fait. Le top 14, tous les Français qui sont en top 14, il y a un jeu basé sur le championnat français, sur l'impact, comme a dit Félix, sur les conquêtes, sur les fondamentaux du rugby. Et Noves, il est un peu en contradiction avec cet état après, d'esprit. C'est un entraîneur qui vient du top 14, donc je pense qu'il a quand même mais tous les autres joueurs, tous les joueurs qui nourrissent l'équipe de France, ils ont moins le jeu qu'ils produisent et qui ils produisent pas le même jeu en club que l'on voit. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le jeu qu'on veut voir en équipe de France, c'est pas celui qu'il y a dans notre championnat. Et du coup, ça fait deux jeux à mémoriser, à assimiler. Et à maîtriser pour les gens d'équipe de France. Et j'ai l'impression, vu l'espace court qu'on a de rassemblement des joueurs d'équipe de France, on fait pas comme l'Angleterre. L'Angleterre, ils font le tournoi, ils sont ensemble du début à la fin. Nous, on s'amuse à les renvoyer dans les clubs et tout. Ils repartent, ils ont leur jeu de club, ils reviennent, ils ont l'équipe de France. On n'a pas le temps. Et c'est vraiment Noves, il va falloir l'aider. Parce je pense quand même, on est tous d'accord pour dire que c'est un super entraîneur. C'est aux têtes du rugby à l'aider, à lui proposer un calendrier Bernard souple. Laporte va être élu. Tu voudrais qu'ils soient un petit peu plus, que les joueurs soient un petit peu plus focus sur l'équipe de France et qu'il y ait moins un petit peu. Mais ça, c'est pas de leur faute. Oui, c'est pas de leur faute. C'est la LNR. C'est à eux de prendre les décisions pour que l'équipe de France ait vraiment le temps qu'il faut pour préparer des grosses compétitions comme ça. Ça fait combien d'années qu'on l'a pas gagné le tournoi? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, personne. Mais voilà, ça fait beaucoup trop longtemps. Personne n'a les chiffres. Et voilà, et l'Angleterre, contre l'Angleterre, c'est très compliqué. Ça fait depuis 2003 qu'ils n'ont pas gagné le Grand Chelem. Ils vont venir, ils vont nous massacrer. Ah ben là, ils seront motivés à 200%. Ah oui, là, ils ont tout à jouer. Hein. Ah, mais juste pour revenir, je suis un peu d'accord avec Coco. Il n'y a pas énormément d'enseignements à tirer de ce tournoi. Faut laisser on est jeune, faut laisser les joueurs progresser, laisser Noves s'installer. Et faudra voir ce qu'on donne dans 4 ans. Et laissons le temps à l'équipe de France de progresser. Le gros point, je pense, c'est surtout les joueurs encadrés en sélection qui font les allers-retours en club. Bon, merci messieurs, je veux juste, pour le dernier sujet, j'aimerais avoir vos différentes réactions sur l'adversaire final de la compétition, du coup l'Angleterre. Le 15 de Larose qui a surclassé tous ses adversaires avant la dernière journée du tournoi et qui est en passe de réaliser le Grand Chelem, comme on l'a dit, le 13e de son histoire s'ils arrivent à s'imposer face aux Bleus. Alors Clément, présente-nous rapidement l'équipe d'Angleterre, ses forces, ses faiblesses. Et donc l'Angleterre qu'on adore ici en France, tout le monde le sait, la passion et l'amour fou. La passion du crunch. C'est eux qui nous ont appris le mot fair play. Donc donc l'Angleterre qui n'a pas gagné le Grand Chelem depuis 2003, l'année où ils avaient été champions du monde. Alors c'est vraiment une Angleterre surprenante dans ce tournoi parce que quand même sortir, forcément elle était attendue, elle était revancharde après ce qui s'était passé lors de sa Coupe du Monde, l'échec lors de sa Coupe du Monde. Alors Eddie Jones, un nouveau coach. Alors pour ce match, Eddie Jones, il fait comme Guy Noves, il fait 2 changements. Donc on note quand même le retour à la mêlée de Danny Kerr, un joueur qui va fluidifier le jeu, une sorte de roublard qui peut faire vraiment mal à l'équipe de France. Le problème de cette équipe de France, le crunch où il va jouer, c'est vraiment au niveau de la puissance. La liste des avants, enfin la performance des avants, elle va être primordiale. Notamment, on pense, comme on disait tout à l'heure, à la première ligne. Première ligne pas si sereine au niveau de l'équipe de France. Donc pour faire mal aux Anglais, il va vraiment falloir envoyer de la puissance. La France qui est toujours orpheline de Louis Picamol. Et donc c'est pour ça, tout simplement, lorsqu'on regarde la compo de la France, les changements qui ont été opérés, c'est pas un hasard que Goujon soit remis en 8 à la place de Chouli.
Moi, Chouli, je l'aime bien, mais en 8, il n'a pas assez de puissance. Que Goujon soit mis en 8, que Leroux soit mis en flanqueur, c'est vraiment pas ce qu'on joue l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont motivés plus que jamais pour faire le grand chelem, encore plus parce que c'est à Paris. Mais je pense que les Anglais sont quand même, en lisant la presse anglaise, on peut voir que les Anglais sont quand même assez méfiants de l'équipe de France. C'est toujours des gros matchs. La France n'a aucune pression. Et les Anglais restent fragiles. Il ne faut pas croire que tous leurs problèmes sont résolus. Match de légende contre l'Angleterre. Yashvili, il a marqué tous les points. Je me rappelle lors d'un match contre l'Angleterre à Twickenham. Le drop de Castagneda en 96 à la dernière minute qui prive les Anglais du tournoi destination. Est-ce qu'on se souvient aussi du match de l'année dernière aussi? Voilà, c'était le petit point. Il a raison, mais si on peut les battre. Si on met on sait que ça va être un match de combattants, qu'il faut mettre les ingrédients. Chouli, pour moi, c'est une erreur. C'est un mec qui a de l'expérience. Chouli, le mettre en 3ème ligne, en flanqueur. De l'autre côté avec Leroux par exemple. 3ème ligne. Okay. Mais en 8, Chouli manque vraiment de puissance face aux Anglais. Sachant notre mêlée, le problème de notre mêlée contre l'Écosse, là on va jouer contre les Anglais, la mêlée va falloir être forte. Là ça va être les métiers de la viande. Ça va être énorme. L'Angleterre, comparé à la France, ils ont un jeu vraiment direct. Ils s'embêtent pas. Ils ont fait moins de passes que la France sur l'ensemble du tournoi. Une 200, je sais pas si ça se dit, en moins. Mais non, ça se dit. Je déposé. Ils ont fait 3 fois moins de passes après contact que l'équipe de France. Mais voilà, ça va être direct. Ils ont parcouru 400 mètres de plus sur l'ensemble du tournoi que l'équipe de France en franchissement de ligne d'avantage. Et voilà, c'est un jeu beaucoup plus direct. Ils ont le Vunipola. Vunipola, ouais. Un monstre. Les deux frères. Et ouais, j'allais dire, il y en a deux. Il casse tout. Donc. Et voilà, ça va vraiment nous inquiéter parce que c'est dans le cœur du jeu, dans le cœur de notre défense qu'on a vraiment eu les plus gros problèmes. Et l'Angleterre, elle fixe beaucoup dans l'axe du. Et on n'a pas assez souligné qu'ils sont quand même bien relevés de la dernière Coupe du Monde. Ils ont vécu un cataclysme chez eux, éliminés en poule. Mais ça, c'est la mentalité anglaise. Ouais, et sauf qu'il y a Eddie Jones qui est arrivé, il a réussi son entrée, 4 matchs, 4 victoires. Voilà, ils viennent en France faire le Grand Chelem et ils sont bien relevés. Le changement de capitanat, ça y a fait aussi, je pense. Hartley qui a pris le brassard. Attendez, messieurs, juste pour clore le débat, on va faire un petit pronostic, vu qu'on est friand de ça au Club du Midi. Alors, selon vous, France-Angleterre, qui gagne? Coco commence. La France. Oui, on est chauvé. Non. Cocorico. Ça va être. Moi, je pense que les France-Angleterre, ça a toujours été des sacrés matchs, du coup. Qu'il y ait du spectacle au moins, et puis qu'on essaye de régler les carences qu'on a, et puis voilà. Et ça c'est un bon pronostic, de Coco qui ne se mouille pas. On est sans motiver, j'ai dit. un plus 15 pour l'Angleterre. Plus 15 Ah oui, c'est sévère quand même. Alors Félix, on est trop jeune. Moi je veux y croire. Allez la France, et attention à Jonathan Joseph au centre, qui est très 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 costaud, triplé contre l'Italie et 3 essais dans le tournoi, très très très. Et sa femme Marie. Allez, Clément, à toi. Moi, je vois un match serré, un match accroché. Je pense à des Français qui seront devant leur public, qui seront orgueilleux. Ils vont vraiment. Je pense que les Français vont faire un bon match. Mais je pense cependant que les Anglais feront la différence dans les dernières minutes, et le plus 15 de Thomas, je le rejoins là-dessus. Okay. Mais c'est fort possible. Moi, j'aimerais, j'imagine un match comme l'année dernière où il y avait eu beaucoup d'essais, tout ça. Un match avec donc pas mal de points. L'année dernière, j'aimerais que les Français essaient de marquer au moins 2-3 essais chez nous. Je pense que ça va être difficile, mais je pense pas qu'on prendra non plus une rouste. Et puis voilà, mais mieux que contre l'Écosse où je me suis endormi avant la mi-temps, quoi. J'espère que ça serait un peu mieux. En tout cas, merci à vous, les commis. Donc c'est là-dessus qu'on va clore le débat rugby. Mais avant de passer au dessert, c'est le moment de faire le round-up de l'actualité sportive. La classique. C'est tout de suite avec la minute micro-ondes. La minute micro-ondes du Club du Midi. Et on commence tout de suite avec un Renaud Lavillenie exceptionnel. Le Clermontois a été champion du monde en salle de saut à la perche cette nuit à Portland. Il lui aura fallu uniquement 2 sauts pour dominer ses adversaires du soir. En bonus, il s'adjuge de surcroît le record des championnats du monde en validant un essai à 6,02 m. L'Oracle Arena est décidément imprenable. En effet, les joueurs de Golden State ont remporté leur 50e match d'affilée à domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Opposés aux New York Knicks, Stephen Curry & Co ont remporté leur 61e victoire de la saison pour 6 petites défaites. Ils sont toujours premiers de la conférence Ouest, talonnés par les San Antonio Spurs de Tony Parker. Europa League maintenant, hier se jouaient les 8e de finale retour de la compétition et Manchester United s'est fait éliminer au détriment de Liverpool malgré leur match nul 1 partout. Le match aller avait vu les joueurs de Jürgen Klopp l'emporter 2-0. Dans les autres qualifiés, on retrouve le FC Séville qui élimine Bâle, Valence, Braga, le Sparta Prague ou encore Dortmund qui s'est défait de Tottenham. Très gros but de Aubameyang. C'est vrai. Et enfin du football pour terminer, on connaît depuis hier la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Russie et les Pays-Bas. Didier Deschamps a choisi pour la première fois de faire confiance au milieu de Leicester N'Golo Kanté. Jérémy Mathieu aussi fait son retour dans le groupe France et Dimitri Payet sera aussi de la fête pour les deux rencontres après une longue absence en sélection.
Alors on va passer tout de suite donc, au dessert du Club du Midi et on va parler de la Champions League. Là on aime là. Et donc justement, la Champions League, on a eu le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions, donc il y a quelques minutes, c'est ça. Et le Club du Midi, vraiment au cœur de l'actualité. Donc alors, pour résumer, ça fait Wolfsburg, Real, Bayern Munich, Benfica, Barça Atlético et Paris Saint-Germain City. Alors les amis, donc petite réaction sur ce tirage à votre avis. Alors on va déjà présenter. Monsieur Jean Rességuier avec nous. On a la voix de RMC avec nous. Monsieur Jean Rességuier, Jeannot Rességuier, bonjour. Bonjour, je sors de cours, donc j'ai pris ça très rapidement avec une petite alerte sur le téléphone, sur le tirage justement, au sort donc c'est encore plus intéressant d'avoir votre réaction à chaud sur ce tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions. Manchester City, alors pour plaisanter, on y met des guillemets, c'est le Golfico, c'est d'un côté Dubaï et de l'autre Doha, avec des actionnariats un peu particuliers entre ces deux clubs. Pour les propriétaires de ces clubs-là, il n'y a eu qu'une seule confrontation. En 2008, il y avait eu un 0-0 sur une seule opposition. J'ai envie de dire que c'est un adversaire à la portée du Paris Saint-Germain, même si le tirage au sort a donné le match aller au Parc des Princes. On aurait pu espérer l'inverse pour mieux gérer peut-être la qualification avec un retour à Paris. Ça ne sera pas le cas. Quand on voit les autres affiches, d'éviter le Bayern et d'éviter Barcelone, c'est pas si mal que ça. On sait qu'il y avait des préférences sur Wolfsburg, sur Benfica et en troisième position Manchester City. Je pense que le Paris Saint-Germain a l'occasion de franchir le cap des quarts de finale. C'est tout à fait dans leurs possibilités, sans dénigrer l'adversaire, sans se dire que ça va être plus facile que face à un cador comme le Bayern ou le Barça. Mais ça reste une opposition tout à fait abordable pour le Paris Saint-Germain. Donc, moralité, c'est un bon tirage quand même pour le Paris Saint-Germain qui aurait pu vraiment tomber sur pierre. La seule difficulté, c'est de gérer encore une fois un match aller au Parc des Princes, parce que ces dernières saisons, on s'est rendu compte que c'est à ce niveau-là que se sont fait les différences des buts marqués à l'extérieur, tant pour l'adversaire de Paris au Parc ou pour le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Il commence à avoir l'habitude justement de jouer le premier match à domicile. Ces matchs-là. Et puis savoir avec qui le PSG se retrouvera sur la pelouse. Il y a Verratti, d'ici là, ils pourront récupérer Verratti, mais ça paraît compliqué au moins pour le match aller. Manchester City a aussi des incertitudes avec Kompany qui s'est blessé très rapidement face au Dynamo cette semaine. Ça permettra peut-être à Mangala de récupérer du temps de jeu. Mangala, Clichy, Sagna, Samir Nasri qui relève de blessure, qui est en phase de reprise. Ça sera aussi sympathique de voir ces Français opposés au Paris Saint-Germain. Oui, évidemment. Et est-ce que ça va être une bataille tactique plutôt? Est-ce que c'est vraiment des effectifs relativement, j'ai l'impression, de mon côté, assez équilibrés, même si je pense qu'individuellement, Paris est supérieur. Oui. Mais il peut y avoir une duel tactique entre les deux entraîneurs. C'est ça qui peut faire la différence. Il y a une chose sur laquelle il faut qu'on soit prudent, c'est le fait que Manuel Pellegrini va terminer cette saison, ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Donc rien à perdre de son côté, dans l'envie de mettre en place un schéma tactique et de voir son équipe capable d'aller se sublimer et de réaliser un parcours en Ligue des Champions. C'est la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale depuis le rachat de ce club. Donc méfiance par rapport à ça. On dit souvent qu'un entraîneur qui connaît son avenir, ça peut poser des difficultés. On prend par exemple le cas de Paolo Conte qui sait qu'il ne sera plus le sélectionneur de l'Italie après l'Euro. Oui, on a connu ça en France avec Santini, avec Laurent Blanc. On a vu que ça avait été compliqué dans la gestion. Là, on est vraiment dans le contexte différent sur le fait que ça peut être un vrai plus pour l'entraîneur et le message qu'il peut donner aux joueurs sur le fait que vous n'êtes pas favori, vous jouez le Paris Saint-Germain et vous avez la possibilité de montrer, de tout donner et de faire l'exploit. En plus qu'un championnat, le titre est presque perdu. Donc c'est encore dans la course, mais ça va être compliqué. Donc ils peuvent tout donner en Ligue des Champions. Et indépendamment de l'aspect des entraîneurs et c'est plus du club, c'est deux clubs entre guillemets sans histoire pour rebondir au propos de Zlatan, puisque ils sont inédits dans ces quarts de finale et le Paris Saint-Germain n'a jamais atteint les demi-finales, City non plus. Donc on va voir comment aborde. Oui, on aura un inédit en demi-finale. Des jeunes équipes parmi les cadors européens. Après, quand on regarde l'effectif, il y a De Bruyne qui est blessé actuellement, mais il y a quand même du matos. Donc restons prudents par rapport à ça. C'est une équipe qui va être quand même difficile à manœuvrer pour le Paris Saint-Germain, mais le titre étant acquis, la finale de la Coupe de la Ligue est programmée après justement ces matchs aller et retour de la Ligue des Champions, la demi-finale à Lorient de Coupe de France programmée également après. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment,
et Laurent Blanc l'a fait comprendre après la correction infligée à 3. La saison commence pour le Paris Saint-Germain. Le championnat, c'est fini, on n'en parle plus. Peut-être qu'il y a un effort supplémentaire, on va dire, pour le fun, pour l'image contre Monaco ce week-end, parce que c'est l'occasion de mettre le Dauphin avec 3 points supplémentaires pour l'instant, en sachant qu'il y a la possibilité de voir Lyon prendre la 2e place. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, le PSG va se consacrer à cette Ligue des Champions. Et ça peut être vraiment le petit plus pour qu'ils franchissent le cap d'écart. C'est pas un problème justement d'être déjà champion sur l'approche des matchs et l'impact qu'on peut y mettre dans les matchs. Ça ne peut pas être un problème pour Après, Laurent Blanc a dit qu'il continuera à faire jouer par exemple des Di Maria malgré des petits matchs pour on n'est pas dans la tête des joueurs, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr, tu perds en motivation. L'an passé, on était en train de se dire mais le championnat n'est pas joué, ils sont leaders à partir de la 30e journée et ça les a peut-être un petit peu perturbés pour aborder le quart de finale face à Barcelone. Là, je pense qu'ils ont vraiment tous les arguments, ne serait-ce que psychologiques, dans l'objectif qui a été fixé dès le début de saison par les dirigeants qataris, d'aller chercher cette demi-finale, de faire mieux que ces dernières saisons, les 4 participations consécutives au quart de finale. Donc je pense qu'ils sont dans des très très bonnes dispositions pour aborder ce match contre Manchester United. Et en plus, physiquement, ils ont mieux géré, puisqu'ils arrivent à... Normalement, ils devraient avoir un effectif pas décimé comme l'année dernière face au Barça, arriver avec toutes les forces en présence, mis à part Verratti compte pas. Parce que Clément, on t'a pas beaucoup entendu, alors que toi, tu es le Parisien du PSG de la table. Vas-y, donne-nous ta réaction un petit peu à chaud. Moi, je suis très content déjà de ne pas être tombé sur le Barça. Déjà, je suis très content de ne pas être tombé sur le Barça. Et après ça, moi, je pense que tout est possible. Je pense que le désavantage de jouer City au Parc à l'aller, c'est un peu dommage, mais je pense que Paris peut savoir faire le dos rond au match retour. Il faut prendre l'avantage à l'aller et aller là-bas faire le dos rond et jouer les contres. Et je pense que ça va le faire. L'avantage, c'est que les matchs sont rapprochés. On n'est pas dans l'opération marketing des 8e de finale de l'UEFA où on a 2 semaines pour l'aller, une trêve au milieu qui parfois est internationale, parfois est nationale. Cette saison, c'était plus pour les championnats et puis derrière les retours sur 15 jours. Là, on a vraiment le match aller le 6, le match retour le 12. Donc une équipe parisienne qui, alors je ne sais pas si la Ligue va faire en sorte de mettre un calendrier, de décaler des matchs, de mettre dans les bonnes dispositions le Paris Saint-Germain. Je pense que ça serait bien de le faire, mais il faut faire attention aux jurisprudences. Si le championnat est plié, ce qui est le cas, ça veut dire que Laurent Blanc va être capable de gérer son effectif. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre en place un calendrier particulier pour le Paris Saint-Germain. En revanche, dans la façon d'aborder le match, et quand on sait que l'entraîneur, le staff, les dirigeants ont clairement expliqué que le stage de Doha en début d'année avait été justement de préparer physiquement cette équipe parisienne pour le printemps, pour la Ligue des Champions. On a vu qu'il y avait des disparités de conditions physiques sur le match, peut-être plus le retour à Chelsea que le match aller face à Chelsea sur les 8e de finale. Je pense que là, ils ont vraiment tous les atouts pour réaliser. Ils sont vraiment dans les meilleures conditions. Justement, je voulais embrayer du coup sur les autres matchs des quarts de finale de la Ligue des Champions, notamment aussi sur le match Barça-Atlético, qui va vraiment être les deux gros Espagnols qui vont vraiment jouer l'un contre l'autre. Est-ce que ça peut être intéressant pour voir entre guillemets les anti-Barça avoir une chance de trouver le Barça, de voir le Barça sortir de la compétition? Il les avait sortis il y a 2 ans. Bon, après, c'était pas la même équipe. On a vu sur les dernières compétitions, que ce soit en Coupe nationale, même en championnat, on a l'impression que c'est les seuls, et Simeone, à contrer vraiment le système Barça. On a vraiment l'impression que l'Atlético Madrid, sur ces 3 dernières années, pose vraiment des problèmes. Et sur des matchs aller-retour, sur un match, j'ai du mal à y croire, mais sur un match aller-retour, retour à Calderón, ça peut être intéressant pour l'Atlético. Il y a 2 philosophies de jeu différentes. Complètement. Il y a le toqué du Barça qui aime la possession de balle, qui aime faire circuler le ballon, qui aime laisser de la liberté à ses 3 cadors de devant. Et tout le jeu de l'Atlético est basé sur la grinta. On l'a vu, ils se font bouger tactiquement par le PSV Eindhoven, mais jusqu'au bout. Le temps réglementaire, la prolongation, la séance de tir au but, quand on voit Simeone qui court partout dans sa zone technique et qui est toujours dans le match et qui garde dans le match ses joueurs, dans l'intensité, dans les choix, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on aura 2 oppositions de style. On ne sera pas dans un match de Liga, on ne sera pas dans un match de Coupe du Roi. Il y a eu, c'est vrai, déjà une opposition en Ligue des Champions, mais moi je trouve que c'est l'adversaire intéressant pour voir la véritable qualité de jeu, le niveau de jeu de Barcelone cette saison. Surtout à Vicente Calderón, on sait cette ambiance particulière où les joueurs sont un peu. Le retour sera là-bas. Comme disait Jean, voilà. Mais c'est important, ce public. On a un peu l'impression que s'il y a 2 équipes entre guillemets qui peuvent battre le Barça, moi j'ai l'impression que c'est la Juve et l'Atlético.
La Juve n'est plus là. L'Atlético. Et voilà, ils sont distancés en championnat maintenant. Le Barça va sûrement être champion. Donc c'est un moyen aussi pour eux de dire qu'ils sont encore là et que voilà, qu'ils peuvent. Donc, rapidement, messieurs, pour conclure, à votre avis, Barça-Atlético, est-ce qu'il y a moyen que l'Atlético fasse l'exploit, oui ou non? Je vois le Barça gagner, mais c'est en tout cas le match qui s'annonce le plus croustillant des quarts de finale. Après, on connaît l'Atlético, c'est accrocheur, ça va faire des fautes, ça va pas tricher, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est vraiment de l'engagement va montrer qu'il est meilleur. La patte de Diego Simeone. Ouais. Voilà, donc ça va être intéressant de voir El Cholo sur le bord du terrain, qui est déjà contre Eindhoven, il est en folie. Là, contre Barcelone, ça va vraiment être quelque chose. Non, très beau match, mais Barça largement favori. Félix? Oui, pareil, Barça doit passer à 95%, mais il y a toujours les 5%. Petit 5%, pourquoi pas, l'Atlético. Le pourquoi pas. Voilà. Il va falloir un gros niveau de jeu de Barcelone. Dans ce qu'on peut appeler le derby de cette Ligue des Champions. Mais je reste quand même prudent sur le fait que l'Atlético soit capable de faire un exploit. Corentin, je t'écoute. Il l'avait fait, donc voilà, il y a 2 ans, c'est pas la même équipe, mais c'est possible. On connaît Diego Simeone, mais même si le Barça reste très largement favori. Et Clément? Moi, j'espère que l'Atlético va battre le Barça. Hein, vous savez, si Paris veut gagner la Ligue des Champions, il faut que le Barça soit éliminé. Donc, moi, j'espère que l'Atlético va battre le Barça. Mais donc, tu espères, mais qu'est-ce que tu penses, je veux dire vraiment? Je pense que Griezmann va montrer à Messi qui est le patron. D'accord, alors juste, avant de passer au Dijon, je voulais juste revenir rapidement sur la compo de Didier Deschamps. Est-ce que Jean, vous voulez rester avec nous pour discuter un petit peu? Un petit peu? Quelques minutes? Rapidement, brièvement, on veut juste revenir sur la compo de Didier Deschamps qui est sortie donc hier pour les matchs contre la Russie et les Pays-Bas. Donc comme on a dit dans la minute micro-ondes, les principales informations sur la convocation d'N'Golo Kanté et le retour de Dimitri Payet. Mais tout de suite une petite déclat de Didier Deschamps à ce sujet-là. N'Golo, déjà la saison dernière à Caen, c'était que Caen. Aujourd'hui il est à Leicester qui est premier du championnat d'Angleterre. Voilà, il enchaîne régulièrement des performances de haut niveau. Bien évidemment, s'il est là aujourd'hui, c'est au détriment d'un autre joueur, en l'occurrence Morgan Schneiderlin qui avait l'habitude de venir. Je suis là pour choisir. Si j'avais pas pris Dimitri Payet aujourd'hui, ça aurait été pour des raisons autres que ses performances sportives. Et comme je n'ai pas d'autres raisons, je reste dans ma logique sportive par rapport à ce qu'il réalise avec son club. Bon alors Jeannot, du coup, que pensez-vous selon vous de cette... C'est la logique des choses pour N'Golo Kanté. C'est un joueur qu'il a suivi un petit peu la saison passée, il l'a dit, qui suit énormément depuis le début de la saison. Certes, il a signé dans un club promu, mais qui est quand même la révélation de ce championnat anglais. Il a eu du mal à prendre le rythme. Les 4-5 premières journées, pas toujours titulaire. Et puis à partir du moment où il a trouvé le rythme, il a trouvé sa place et où Ranieri lui a fait confiance, il n'a plus quitté cette place de titulaire à part sur une Coupe de la Ligue et une FA Cup. Donc ça veut dire que c'est un élément déterminant dans le système de jeu de Ranieri. Est-ce que ça va lui suffire 2 fois 90 minutes? Mais je ne suis pas convaincu qu'il joue 2 fois 90 minutes. Oui. Mais ces 2 matchs-là, pour séduire Deschamps et l'intégrer dans la liste des 23, je ne sais pas. J'ai du mal à me positionner là-dessus parce que de toute façon, Kanté à l'Euro, ça veut dire qu'il n'y a pas Schneiderlin ou qu'il n'y a pas Cabaye. Aujourd'hui, c'est Schneiderlin qui a été mis de côté. Est-ce que ça ne sera pas Cabaye pour la liste de l'Euro? Est-ce que les deux seront là parce qu'il y a quand même la fidélité du groupe que privilégie Didier Deschamps depuis qu'il est arrivé, et notamment par rapport à la Coupe du Monde? Moi, je trouve que c'est intéressant de le voir. Il a un profil similaire à Alassane Diarra, qui n'est pas au top de sa forme, qui revient petit à petit. Il a un super coup à jouer. Dimitri Payet, je trouve que c'est la forme du moment, et c'était le moment ou jamais, parce que quand on voit qu'il ne l'avait pas pris en début de saison, ça voulait dire que Deschamps était conscient de sa bonne saison à Marseille, de la confirmation avec son arrivée à West Ham, mais qu'il attendait de voir justement s'il pouvait être constant. Il est constant, il marque des buts, il est passeur, il est... la pièce maîtresse de ce jeu de West Ham. Valbuena n'a pas repris la compétition, donc c'est pour ça aussi que Dimitri Payet est intégré dans l'équipe de France. J'ai plus de doutes sur la participation de Payet à l'Euro que celle de N'Golo Kanté, mais c'est un avis personnel. Est-ce qu'on peut estimer que c'est la dernière chance de Payet? Parce que Didier Deschamps parle souvent il disait qu'il ne prenait pas Payet parce que sa forme en sélection n'avait jamais été bonne. Là, il aura au moins une excuse entre guillemets s'il n'est pas bon là de ne pas le prendre à l'Euro. Il a confirmé que c'était pas des problèmes extrasportifs, même si on sait qu'à la tournée en Amérique du Sud, en Uruguay et au Brésil un an avant la Coupe du Monde, il lui avait reproché un peu de nonchalance, son comportement sur le terrain quand il était entré en jeu, quand il avait eu le temps de jeu nécessaire en étant titulaire. Il avait un peu remis le couvert, mais à l'image de toute l'équipe, puisqu'il était de la défaite à Elbasan en Albanie en juin 2015.
je pense qu'aujourd'hui, il a grandi dans sa tête. Il s'est exprimé dans les médias, il a réclamé quelque part, à sa manière, le fait d'être sélectionné. Voilà, tout le monde en a fait pour Payet. Il joue gros, c'est sûr. Est-ce que c'est pas trop dur de juger justement Payet et sa participation à l'Euro sur ces 2 matchs? C'est pas le juger sur sa qualité. Oui, mais Deschamps va s'appuyer sur ces 2 matchs, donc forcément Deschamps va regarder ces 2 matchs pour entre guillemets valider sa place à l'Euro. On a l'impression dans son discours que c'est ça en fait. Je pense que c'est pour savoir s'il peut intégrer. Alors peut-être pas dans la liste des 23, mais peut-être dans la liste élargie, puisqu'il n'y a pas comme à la FIFA 23 plus 7 à déposer obligatoirement avant la compétition. Il y a 23 sûrs à déposer le 31 mai de mémoire avant minuit. Mais derrière, les réservistes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les sélectionneurs. Donc ils peuvent en avoir 7, 8, 9, 10. C'est peut-être à ce niveau-là que Dimitri Payet peut avoir son rôle. Être dans les 23, ça voudrait dire que Valbuena finit sa saison d'un point de vue catastrophique à l'image de la manière dont il a débuté. Et donc à ce moment-là, Payet aura sa chance. Et après, de savoir si Benzema, dans l'équilibre du choix des attaquants, sera ou pas dans cette liste pour vraiment donner une chance supplémentaire à un garçon comme Dimitri Payet. Mais n'oublions pas le profil atypique de Fekir, dont Deschamps attend beaucoup son retour à la compétition, et de savoir si sa jeunesse lui permettra ou pas de relever le défi, d'enlever l'appréhension pour aborder une compétition comme celle-là. Et juste sur Gignac, est-ce que c'est le fait que Lacazette soit pas là, ou vraiment il a la confiance de Deschamps? Même à Marseille, il avait sa confiance aussi. Et même son dernier match contre l'Allemagne, sa rentrée est très bonne. Est-ce que sa place est due à l'absence de Lacazette ou pas, justement? Moi, je pense que sa place elle est due à l'absence de Benzema. Il prend 2 attaquants axiaux depuis le début Didier Deschamps. Il double tous les postes. Donc, dans son esprit, avec Benzema, c'est Benzema et Giroud. Ouais. Et sans Benzema, c'est Giroud et Gignac, me semble-t-il. Et Benzema, avec cette nouvelle affaire, vous pensez dans la tête à Deschamps, il attend juste qu'il soit blanc, tout propre, pour le sélectionner, ou dans sa tête c'est clair, il ne fera pas partie des Non, je pense que. Alors, il dit qu'il a sa liste en tête, mais il faut que Noël Le Graët rende à nouveau Benzema sélectionnable, ce qui n'est pas le cas. Vu ce qui s'est passé, les dernières déclarations, mais restons prudents, puisque là, il a été entendu qu'à titre de témoin dans cette affaire. Mais. Dans cette nouvelle affaire, mais aujourd'hui, l'opinion publique dit ne pas vouloir de Benzema, l'opinion politique laisse entendre que tous les critères ne sont pas remplis. Ça me paraît très compliqué aujourd'hui pour que Benzema soit... La charte, elle n'a pas été utilisée pour sanctionner Evra, par exemple, quand il avait critiqué tous les consultants de la Terre. Donc, non, mais aujourd'hui, je pense que c'est un vrai positionnement, un choix et la capacité... pour Deschamps de savoir gérer le fait que s'il prend Benzema, malgré l'opinion publique et l'opinion politique qui est contre le fait qu'il soit dans le groupe des 23, sa capacité à gérer cela, à gérer le fait que si Benzema est sélectionné, il sera sifflé par le public français. Forcément. Il faut s'attendre à ce genre de choses. C'est seule la compétence et la qualité de Deschamps en tant que manager, entraîneur, sélectionneur à gérer cette situation-là qui peut faire la différence. Donc juste un petit mot pour terminer, pour clore le menu. Un petit mot chacun donc sur cette compo qui vient sur la compo d'hier. Donc que pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne ou une sélection. Mauvaise idée? Oui. La liste. Pardon, la sélection, excuse-moi. Oui, mais c'est la meilleure possible à l'heure actuelle. Mais après, pour l'affaire Benzema, je sais pas, Jeannot, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas que c'est un acharnement des médias sur Benzema? Que la une de Libé... Ça fait vendre. Ouais, mais la une de Libé ce matin... On va parler un peu extra-sportif, mais on a des choses sur la loi du travail, sur l'immigration et tout. On fait une une sur Benzema. Est-ce que c'est pas exagéré de la part de l'opinion publique et ça peut... Surtout que rien n'est avéré, non? C'est ça. Justement, il est même pas mis en cause. Il a été entendu, il est en témoin. À titre de témoin, il y a 2 mois. Et comme il est déjà dans une affaire, forcément, dès qu'il y a un truc qui touche de près ou de loin à Benzema, forcément, ça prend des proportions de suite. De l'acharnement, j'en sais rien, mais bon, de faire la une sur Valbuena, ça va faire vendre du journal, ça a été dit. Après, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est vrai qu'il accumule quand même les fausses notes. De l'acharnement, oui et non, dans la mesure où il y a des faits qui sont comme ça, mis en avant. Manuel Valls, chez Jean-Jacques Bourdin, en début de semaine, disait que tout n'était pas requis pour qu'il intègre l'équipe de France. Ça veut dire que le Premier ministre était au courant de cette affaire, qu'elle allait sortir dans un journal d'opinion proche du gouvernement français. Donc, quelque part, ça ne me surprend pas par rapport à la mise en avant médiatique de cette nouvelle, entre guillemets, affaire, tout en restant prudent, quoi. D'accord, alors bon, allez, dernier petit mot chacun donc, sur
La liste, là, sur la forme du moment, j'ai l'impression que c'est la meilleure possible. Il y avait un doute sur Digne et Tremoulinas. Après, je pense que cette liste, c'est pas celle qu'on aura pour l'Euro, notamment comme l'a dit Jeannot et tout le monde. Payet, on a l'impression que c'est pour faire... Moi, j'ai l'impression que c'est pour faire plaisir à tout le monde. Mais que, quoi qu'il arrive dans sa tête, je pense qu'il ne sera pas pris. Et que Payet, sur ces 2 matchs, ça va être trop de pression. J'ai peur qu'il ait trop de pression et vouloir trop en faire pour gagner sa place. Clément, donc selon toi? Oui, pareil que Thomas. Moi, je pense que Payet, son problème, c'est qu'il ne rentre pas dans le système de jeu, déjà, de Deschamps. Et que malheureusement, même à faire rentrer, je pense que Payet, s'il le prend Deschamps, il faut le mettre titulaire et lui donner les clés du camion. Donc, à partir du moment où Deschamps joue en 4-3-3 avec 2 ailiers, les 3 milieux, on les connaît. Ça sera Diarra ou Kanté, avec associé à Pogba, Matuidi. 2 ailiers sur les côtés, un avant-centre. Moi, je pense que Payet, il rentre pas dans les plans. Je connaissais les clés du jeu, mais les clés du camion. Ça se dit, hein. Oui, tout à fait. Félix, à ton avis? Moi, je trouve que la liste est logique, la liste est légitime. Et contrairement aux gars, je pense que si Payet est bon sur ces 2 matchs, il sera à l'Euro. À West Ham, il joue à gauche. Pourquoi il pourrait pas jouer à gauche en équipe de France? Voilà. Jeannot, donc pour liste logique. Oui, sur la forme du moment. Oui. Moi, mon inquiétude sur la liste et sur l'Euro, c'est le poste de latéral droit où là, je suis quand même très inquiet. Quand je vois Sagna, qui n'est pas toujours titulaire à Manchester City, qu'il est de moins en moins, que Jallet n'est pas non plus au top puisque Rafal est en train de lui piquer la place, que Debuchy n'a toujours pas repris la compétition normalement alors qu'il était venu chercher du temps de jeu à Bordeaux. Malheureusement, il s'est blessé. Oui. Ça paraît compliqué. Alors, je sais pas, j'ai entendu Luis Hernandez dire que il fallait essayer Sissoko, latéral droit, que Lassana Diarra avait joué à une époque latéral droit sous Raymond Domenech. Ça veut bien dire que ce poste-là, c'est un vrai chantier vacant, et ça commence à devenir très inquiétant. Et Corentin, alors? Un peu comme Félix, une place à jouer pour Payet. Il aura un coup à faire, et puis N'Golo Kanté aussi. Donc non, normalement, on va voir sur ces 2 matchs. Après, la liste définitive devrait charger à 2-3 joueurs près. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous les commis, et encore merci à Jeannot Ressegui merci beaucoup. Notre invité aujourd'hui. Bon, donc alors, pour terminer donc, ce menu, on va quand même se faire un petit Dijon. Alors j'espère que vous êtes prêts tout de suite. C'est maintenant le Dijon du club. Le Dijon du club. Alors pour ce Dijon, vous allez être étonnés, mais c'est un Dijon où personne ne pourra crier dans tous les sens. Attention, je vais vous préciser pourquoi. Parce que ce Dijon sera sous la forme d'enchères. En tout cas, d'abord, on va faire. Et toi, t'es commissaire-priseur depuis quand? C'est exactement. J'ai pas le marteau, mais bon. Depuis la photo, là. Donc, du coup, concernant les équipes, on va faire à gauche donc Coco et Thomas avec Clément et Corentin. Bien sûr, le duo magique. Vu que t'as j'ai perdu été le défait dernier, la semaine dernière. Logiquement. Donc, à chaque fois, en fait, on va tourner celui qui aura perdu. Mais je suis pas avec Clément avec qui j'ai gagné la semaine dernière. Non, tu touches pas un duo. Celui qui aura perdu le Dijon d'avant, donc fera le retour du duo. Ne jouera pas sur la semaine d'après. Alors ensuite, je vais vous expliquer un petit peu le principe. Je vais vous donner une catégorie précise. Vous allez me donner donc à peu près le nombre de réponses que vous pouvez me donner dans cette catégorie à tour de rôle. Ensuite, l'équipe qui va prendre donc la main, l'autre équipe va dire je laisse, devra me citer tout le. Par exemple, si vous me dites. Oui, répétez la question. Oh là là, je vais le perdre lui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vous pose la question combien de clubs de Ligue 1 vous pouvez me citer? Par exemple, cette équipe-là va me dire 3, puis 20. 4, puis 5, puis 7, 20. Ah merde. C'est un exemple. C'est un exemple. Ensuite, si par exemple votre équipe, l'équipe de Clément et Corentin dit je laisse, vous allez avoir 8 clubs de Ligue 1 à me citer. À partir du moment où vous faites une erreur, que vous perdez trop de temps ou que vous avez déjà dit une réponse. Il y a 18 questions. Non, il n'y a pas de Alors, auditeurs, ne partez pas, l'explication est plus longue que le jeu. Mais restez. C'est ce que je Alors, dire. on va commencer tout de suite avec la première catégorie. Alors, attention. L'inconnu, là, on parle d'un inconnu. On a parlé de Formule 1 donc, en entrée. Combien d'écuries de Formule 1 cette année vous pouvez me citer? 3. 6. 8. 8. 10. 10. Vous prenez 10 mieux Ils les ont pas les 10. Vous laissez? Allez, on vous écoute. On fait challenge. Alors, il y a le portable fermé. Mais j'ai pas internet. Je capte pas internet. Thomas. Alors, Ferrari. Attendez 2 secondes. Ferrari, oui, c'est oui. McLaren, c'est oui. Ferrari, McLaren, Renault. Renault aussi, c'est bon. Toro Rosso. Ça fait 4. Red Bull. Ça fait 5. Ils y sont cette année, Red Bull. As. Ça fait 6. De toute façon, le plus dur, ça sera les 3 du fond. Et bien sûr, mais c'est bon. Là, il vous en reste 4. Perdez pas trop de temps. Renault.
Non, on l'a dit. Déjà dit. Le point est perdu. Ça va. J'avais précisé. Non, Il faut pas redire 2 fois la même réponse. Faut pas redire 2 fois la même réponse. On l'a pas dit. Si, il avait dit. Vous En tant l'avez qu'arbitre, déjà dit. il avait précisé. J'avais précisé au départ. Sinon, à partir de là, c'est trop facile. C'est bon. Donc le point va pour Corentin et Clément. Attention. 1-0. Deuxième. Bah, dis les autres. Deuxième catégorie. Ah, comment ça dit les autres? Bon. Deuxième catégorie, attention. Combien de sélectionneurs de l'équipe de France vous pouvez me citer? 5. Moi 5. 10. 7. Équipe de France de football, hein, je précise. Qui a donné ça? On dit 8 ou quoi? 8. 9. Bon, là, par contre. Vous prenez? Attends. Combien? Vous êtes à 9? On dit 10. Ouais, on dit 10. Ah, mais celui-là, je le veux. Allez, 11. 11. 11. Allez. Vous laissez? On lui laisse. Alors, on vous écoute. Henri Michel. Oui. Aimé Jacquet. Hidalgo. Attends, fais dans l'ordre, mon poulet. Oui, Michel, oui. Voilà, Hidalgo. Oui. Donc, Il a déjà dit Hidalgo, non? Non, mais. Allez, vas-y, tranquille. Donc, Gérard Rouillet. Oui. Michel Platini. Oui. Roger Lemaire. Oui. Jacques Santini. Oui. Raymond Domenech. C'est oui. Laurent Blanc. Oui. Aimé Jacquet. Non, il est pas dit. Il est pas dit, Aimé Jacquet, il est pas dit. Mais si, il a dit un deuxième. Aimé Jacquet n'est pas dit. Mais il avait pas compté. Didier Deschamps. Didier Deschamps, oui. On est à combien là? Ça fait 10. Ça fait 2, 4, Il vous en manque 8, 10, il vous en manque un. Allez, et voilà. Il vous en manque un. Si on pas trop de temps, 5 secondes encore. 5, 4. Paul Le Guen. C'est perdu. C'est perdu. Il restait qui? Et je il restait encore José Arribas. Juste Fontaine a aussi été sélectionneur. Et je ne boirai pas de ton nom, Fontaine. Dommage. J'aime bien sa femme, Fontaine. C'est sale. Attention, donc il y a un partout. En fait, ce jeu, on va tous se donner les points, j'en ai bien l'impression. Un partout, donc attention. Nouvelle catégorie. Ça innove, c'est bien. Donc pareil, on a parlé rugby donc dans le club du Midi. Combien de joueurs de rugby français ayant marqué 20 essais ou plus en équipe de France pouvez-vous me citer? 3. 4. Alors? Faut faire un choix. Ok, 5. 5. Est-ce que ça l'a joué au bluff? Est-ce que c'est 20 essais? 20 essais ou plus. S'ils sont teintes, il faut prendre les élites. 5. Allez, pour 6. 6. 7. 7. Ouais, là par contre 7. Il les a. 7. Vous laissez? Est-ce que vous laissez 8? C'est bon, on laisse. Alors c'est parti pour les 8. Vincent Clerc. Ouais. Il est oui. Maxime Médard. C'est. Médard, non. 20 essais? Non. Il a pas mis 20 essais, Médard. Maxime Médard n'a pas mis 20 essais. Non, Benazil, il en a mis, non? Benazil. Bernard Salle. Blanco, Dominici, Serge Blanco. Blanco, ouais. La liste n'était pas si longue que ça. Attendez, je vais vous la donner. Donc, Il y en dans avait que l'ordre, 5. on a Yannick Josion avec 20, Patrice Lagisquet 20, Aurélien Rougerie avec 23, Christian Daroui avec 23 aussi, Christophe Dominici 25 essais, Émile Ntamak 25 essais, Philippe Bernard Salle avec 26 les galopés. Philippe Sella avec 31 essais, Philippe Saint-André avec 32 essais, donc Vincent Clerc que vous m'avez dit, et Serge Blanco. Donc il y en avait quoi, 9, 10 38 essais, il y en avait 2, 4, 6, 8, il y en avait 11. Ah ouais, Il y en avait bon, 11 ben seulement. 2-1 pour nous. Ceux qui... Ouais, Médard, autant pour moi. Ça fait Médard, 2-1 pour Clément. Médard, je pense Il reste beaucoup de... J'en avais que 4. Non, là il en reste 2, donc ça peut déjà être déterminant à partir de maintenant. Il faut marquer le point là. Alors attention, avant-dernière catégorie. Donc c'est pareil, on a parlé encore toujours de Formule 1. On a parlé de Formule 1. Combien de champions du monde de Formule 1 vous pouvez me citer? 3. 7. Autant. 3. Champion du monde de Formule 1? Ouais, champion du 4. 5. 6. 7. 8. On les a. 8. 6. Moi 1. Ouais, 9. 9. Bah oui. Vous prenez 9. 10. Ah non, mais je le veux celui-là. Dis 11. Faire un choix. Dis 11, je suis dans la merde. Donc on a dit, il faut faire un choix rapide. Ouais, 11. Ah, attends. 11. Est-ce que vous prenez ou pas? Vous laissez la main? Franchement, je suis sûr que c'est simple en réfléchissant. Allez, rapide. 12. 12. 13. 12. 13 aussi. Ouais. Oh là 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 là, ça commence à s'emballer. 14. Ça commence à s'emballer. 14. Qui dit mieux? Qui dit mieux à ma droite? Qui dit mieux? 14, il laisse, on t'écoute. Lafitte. Lafitte, oui. Prost. Prost, oui. Kimi Hakkinen. Oui. Senna. Schumacher. Attends, pardon, t'as dit quoi? Senna, Schumacher. Hakkinen. Non, Senna, Schumacher, t'as dit Hakkinen. Oui, c'est ça. Non, c'est Raikkonen. Oui, c'est Raikkonen. Mais non, le finlandais, c'est pas Raikkonen, il y en Non, a un. il y a Mika Hakkinen et Kimi Raikkonen. Oui, mais c'est ça, Mika Hakkinen.
Non, c'est Raikkonen qui a Il a jamais été champion. Hakkinen a été champion. Hakkinen a été champion. Hakkinen a été champion. Ouais, on sait plus où est-ce qu'on en est. On en a combien là? Un petit rappel. J'en ai noté. On va y aller au bout. Attends, vous m'avez dit Senna, Schumacher, donc vous êtes à 5. Niki Lauda. Oui. James Hunt. 6. Qui ça? James Hunt. Regarde son téléphone à lui. Fais gaffe au nom au passé. Oui, James Hunt c'est bon. Oui, non, mais James Hunt a été champion. Vettel Button. Vettel aussi c'est bon. Button c'est bon. Button aussi. Non, on n'a pas dit Hamilton. Hamilton on l'a pas dit. Vous en êtes à 8. Vous avez dit Hamilton on l'a pas dit. Hamilton vous l'avez pas dit, c'est 9. On a. Il y en a 14. Notre français là. Mais les gars, 5 secondes. Attends. On a quand même 14 à dire. Prost. Remets un petit coup de bête là, non? Allez-y. Bah, c'est bientôt fini. Prost, je vois. Villeneuve. Ah, faux sur le gon, je le prends. Villeneuve, oui. Il y en a Prost. Prost, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Il est dit Prost. Bianchi? Non, c'est faux. Non, Bianchi n'est pas dedans, ouais. Bianchi n'est pas dedans. Vous avez les autres, non? Qu'est-ce que tu dis, Bianchi? Donc, attendez, pardon, parce que du coup, j'ai perdu le fil. Il y a combien? Il y a 2 partout ou c'est la victoire de... Il y a 3-1. Il y a 3-1. 3-1. Arbitre Barbé. 3-1. 3-1. Voilà, merci. Donc, la victoire, du coup, donc, de Corentin et Clément. Comme d'habitude. Après, donc, si vous voulez, on peut se faire le dernier. Oui. Histoire de voir si vous sauvez l'honneur ou pas. Vas-y. On a été joueur. Oui, mais après, c'est bien. C'est bien là, je t'ai laissé des opportunités 12, 13. Alors attention, donc pour le, je pensais, pour le dernier, bon, j'avoue, c'est un petit kiff personnel aussi. On a parlé de NBA, on a parlé de NBA dans la minute micro-ondes. Combien de franchises de NBA pouvez-vous me citer? 10. 10. 11. Je suis nul. Moi aussi, mais bon, 11. 12. 12. Ouais, en réfléchissant une demi-heure quoi. Non, le but c'est pas de réfléchir une demi-heure. 14. 14 côté de Clément. Vas-y. On laisse. Bon alors. Moi j'en ai un. Les Spurs, San Antonio. Les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn, les Knicks de New York, les Golden State Warriors, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les Chicago Bulls, les Sacramento Kings, les... qui encore Pistons. Les Detroit Pistons de Corentin, bien sûr. Dallas Mavericks. Les Mavericks de Dallas et les Houston Rockets. Mavericks de Dallas. C'était combien? Je sais pas. C'était 14. J'ai entendu 18. C'était 14, frère. Là, c'était 14. Là, t'en as 12. Il t'en reste 2. C'était 12. Il en reste 2. Quel escroc, c'était 12. C'était 14. Aide-moi aussi, mon frère. Les Wizards de Washington. Respect. Bien joué. Wizards de Washington. Et un dernier. Les Trailblazers de Portland. Les Celtics. Les Celtics de Boston. Oh là là, 4-1. Il est beau. Celui-là, il est mérité en plus. Bien joué, ça fait 14. Bravo. Alors là, victoire méritée. 4-1. Ah, j'ai oublié ton équipe, Alvin. Les Minnesota Timberwolves. Il a déjà dit pour nous. Par contre, équipe. On n'est pas là pour les kiffs personnels. Merci. Non, mais ça tient à l'actualité. J'en ai parlé dans la minute micro-ondes. Donc tu vas te calmer tout de suite, monsieur. En plus de ça, t'as gagné, alors te plains pas. Bon, allez, c'est quand même là-dessus qu'on va achever le Club du Midi. Merci à vous de nous avoir écoutés et d'être de plus en plus fidèles. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et le Twitter. Vous avez aussi le site internet clubdumidi.net. Alors, ce fut un plaisir pour moi d'animer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Oui, avec premier invité. On rappelle un invité de marque, Jeannot Rességuier, quand même avec nous. Et la première de Félix Barbé, c'est quand même plus important que Jeannot. Enfin, c'est la deuxième. Il a fait les journées portuaires. On va dire l'hebdomadaire, la première hebdo. On va dire. C'était une opération spéciale. La première qui va donner lieu à de nombreuses. Félix, tu nous fais le ni-moi, s'il te plaît? Au micro? Oh non. Il se risque pas. Je peux pas le faire au micro. Donc en tout cas, merci à vous les commis. C'était encore un plaisir de faire cette émission avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau menu, un nouveau chef aux commandes. Salut, bon appétit à tous. Bon app. Ciao. Salut à tous, peace. Bonne semaine. Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr.